C'est pour ça qu'il dit ça. Oui, je pense que c'est pour ça aussi. Amis de Télé sur Erdre, bonjour et bienvenue dans notre portrait d'artiste. Nous sommes à Ancenis, sur les bords de la Loire, à une 50aine de kilomètres d'Angers. Après Angers, vous connaissez le chemin, c'est le Mans, mais avant le Mans, il y a Sablé-sur-Sarthe. Alors nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir un sabolien d'exception, en la personne de Pierre Péan. Alors pourquoi on a choisi Pierre Péan pour Sablé-sur-Sarthe ? Parce que précisément, il a écrit, et ça a été un ouvrage, pas un pavé, mais un ouvrage assez important sur Sablé sous l'occupation. Alors Sablé sous l'occupation, c'est à partir, on va dire, de votre enfance que vous avez découvert Sablé-sur-Sarthe sous l'occupation. Vous avez 6 ans à Sablé-sur-Sarthe. Et vous commencez à voir la ville changer un petit peu, légèrement. Je suis né avant la guerre, à Sablé-sur-Sarthe. Mon premier souvenir, qui est un peu flou, c'est 1940. Mais c'est gris, c'est à côté du pont, du grand pont de Sablé. Mais j'aurais pas pu écrire quelque chose à partir de ce souvenir qui est trop flou. Mais mes premiers gros souvenirs, c'est d'abord 42, mais en ce qui concerne la guerre, c'est 43 et surtout 44. 44, j'ai en fait plein d'éclats de mémoire. J'ai d'abord évidemment les bombardements. Pour un enfant, ça marque. Donc j'ai des souvenirs très précis des grosses forteresses volantes qui bombardaient la gare, qui bombardaient le viaduc à côté. Mais surtout, je crois que je n'aurais jamais fait ce livre s'il n'y avait pas eu 2 événements qui datent du jour de la Libération et du lendemain de la Libération. Le jour de la Libération, le soir, vers 20h, 20h30, j'étais dans le jardin potager de mes parents et j'ai entendu le bruit de 2 balles. Et j'ai su très rapidement qu'en fait, on venait de tuer quelqu'un. Et depuis cette époque-là, j'ai baptisé, je dis bien j'ai baptisé parce que je n'ai pas retrouvé quelqu'un qui parlait de Papillon. Pour moi, c'était Papillon qui avait été assassiné. Et cette histoire-là m'a marqué toute ma vie. Et une deuxième chose m'a marqué, c'est le lendemain, dans la rue Saint-Nicolas, où je suis né, à une 50aine de mètres, j'ai assisté, j'ai échappé à mes parents, j'ai échappé à ma mère, et j'ai été regarder comment des FFI ont tondu la coiffeuse, Madame Angèle, en mettant des croix gammées sur sa tête, en la mettant en combinaison et en l'insultant. Ma mère n'a pas eu le temps de me récupérer assez vite et donc j'ai vu ça. J'ai d'autres souvenirs plus agréables de la Libération, mais ces 2-là m'ont marqué. Et je pense que sans ces 2, je n'aurais pas, bien des années plus tard, au fond, essayé de comprendre que moi, le petit gamin, donc j'avais 6 ans à la Libération, qu'est-ce qu'ont fait les adultes, qu'est-ce qu'ils ont pensé pendant que moi je voyais à hauteur, à 1m20, je voyais la vie. J'ai voulu savoir. Alors vos parents étaient d'ailleurs dans le monde de la coiffure. Mon père était un petit coiffeur pour hommes dans ce qu'on appelait le faubourg. Et il s'était installé en 1937 et moi je me suis donc né en 1938 et c'était, je décris dans le livre, c'était pas comme les grands salons d'aujourd'hui, il n'y avait même pas l'eau courante au début chez mes parents, il fallait sans arrêt aller en face, il y avait une pompe publique, il fallait sans arrêt aller chercher l'eau et la ramener. C'était surtout compliqué pour les barbes, parce que mon père et ma mère étaient barbiers en même temps. D'accord. Alors on est dans justement l'ambiance d'une petite ville, salon de coiffure et même bordel. Alors ça, le bordel de Madame Méry,
Ça, c'est un passage. Sablé ne peut pas se passer de son bordel, moi, qui m'a fait rire. C'est aussi un livre drôle, d'ailleurs. C'est la vie qui a ses drames, qui a ses choses tristes, qui a des choses drôles, qui, au fond... le 20 rue de la Chartrie. Alors, là. pour être franc, le petit gamin que j'étais savait pas qu'il y avait un bordel. Hein. D'abord, il n'aurait pas su à quoi ça servait. Il savait sûrement pas le nom. Et donc, c'est seulement bien des années, beaucoup d'années plus tard, quand j'ai commencé à travailler ça, dans les archives, je me rappelle très bien, j'ai trouvé ça dans les archives municipales de Sablé, l'existence d'un bordel. Et puis en plus, ça permettait le nom, puisque c'était Madame Mairie, les gens disaient on va à la mairie. Donc, mais voilà, ça fait partie des choses qui m'ont surpris, évidemment. Le petit gamin, à partir des souvenirs de petit gamin qui évidemment ne connaissait pas le bordel. Alors voilà, on a la description de ce bordel. Et puis on a aussi, et ça c'est important également, un maire noir, disons-le, hein, c'était Raphaël Élysée. Vous savez, quand je ne savais pas où j'allais quand j'ai commencé ce livre-là, j'ai d'abord voulu me faire plaisir. Mais je me doutais que mon livre ferait un petit best-seller à Sablé, ça je m'en doutais, hein, dans la Sarthe peut-être, mais je ne savais pas jusqu'où ça allait aller. Et j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que dans cette histoire-là, j'ai trouvé des beaux personnages. Hein, à Sablé-sur-Sarthe, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que dès 1929, il y avait un maire noir à Sablé, ville conservatrice, et un personnage très très marquant, hein, parce que aujourd'hui encore, les très vieilles personnes parlent même si elles sont de droite, voire d'extrême droite, elles parlent avec un respect absolu de cet homme qui, je crois, surpassait tous les Sabeliens de l'époque. Il avait fait des brillantes études, il parlait plusieurs langues, il était un mélomane, et donc il était non seulement noir, mais il était socialiste. Alors à Sablé, être noir et socialiste, eh ben, ça ne posait aucun problème. Donc vous sous-entendez que Sablé, une ville conservatrice, assez fermée effectivement par rapport à ce genre d'ouverture. Alors, ce qui s'est passé pendant la guerre, à l'égard, ça c'est une autre chose, c'est-à-dire que effectivement, il y a eu 2 journaux d'abord à Sablé jusqu'en 1941. Le Commerce de Sablé qui était républicain, laïque et plutôt anticlérical. Et puis il y avait le Journal de Sablé qui était bien ancré à droite, très à droite. Et ça, c'était en 1941, le propriétaire n'a pas fermé, a continué, mais non seulement il a continué, mais quand on lit le Journal de Sablé, on est totalement frappé par... C'est un outil de propagande incroyable. On loue sans arrêt Hitler, on loue sans arrêt évidemment Pétain, mais Himmler, Göring, etc. Et des articles d'un antisémitisme forcené. Je veux dire que il y a un article qui m'a beaucoup marqué, c'est quelques jours après la rafle du Veldiv, l'éditorialiste du Journal de Sablé trouve qu'on n'en fait pas assez contre les Juifs. Donc c'est une tache noire évidemment de ma ville natale, c'est évident. Vous pensez que ça a changé quand même? Oui, oui. Heureusement. Alors donc, il y avait aussi d'ailleurs la Gazette des Beaux-Arts. Il en est question, entre autres, hein, parmi les journaux. Mais pas de Sablé. Hein. Il est question, non, pas de Sablé. Mais vous citez donc toute cette presse, tout ce qui vous a permis d'ailleurs finalement de faire le livre, parce que c'est grâce à ces documents. Alors, le journal de Sablé, l'écho républicain, les archives départementales, nationales. En fait, j'ai travaillé... Archives britanniques aussi. J'ai travaillé sur ce livre comme tous les autres, même si c'était ma ville natale. Alors,
J'avais de la chance, au fond, c'est à plusieurs niveaux ma recherche. Il y avait d'abord mes petits souvenirs. Là, c'est le point de départ. Ensuite, j'ai de la chance, c'est que mes parents gardaient tout. C'est-à-dire, gardaient les lettres, gardaient les agendas de compte. Moi, je peux savoir, entre 1937 et 1978, tous les morceaux de pain que mes parents ont achetés avec leur prix. Et puis de temps en temps, mais très rarement, une phrase. Les Allemands sont passés. Je suis revenu de la guerre. Il n'y avait jamais deux phrases. Donc j'avais ça, ce qui est déjà, ça me permettait d'étayer évidemment, d'avoir un petit fil rouge personnel. Ensuite, au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a eu deux types d'archives de Sablé. Il y a eu d'abord les archives du maire de la fin des années 30, enfin de la Fernand Lemaire, et qui a déposé ses archives à la mairie de Sablé, plus les archives de la mairie de Sablé, et plus, alors évidemment, les journaux de Sablé. Donc ça fait rien qu'au ça, on peut raconter déjà pas mal d'histoires à partir de ça. Et puis autrement, la principale source de mon livre, mais de très loin, ce sont les archives départementales du Mans. Ensuite, je suis allé au niveau national. J'ai travaillé aussi bien au service historique de la Défense, sur toutes les questions de résistance. J'ai travaillé aux archives nationales, aux archives de la préfecture de police, aux archives. Et puis, puisque je parle beaucoup de l'usine, pas l'usine, le dépôt de munitions de la Luftwaffe, et qui a fait Luftwaffe, on rappelle, c'est l'armée de l'air allemande. Ouais. Et donc, il y a eu un énorme bombardement donc à 9 km de Sablé. Et donc, j'ai voulu savoir j'ai été donc à Londres pour trouver les traces de ce bombardement, de sa préparation, des suites, etc. Et c'est pas dans le livre puisqu'il n'y a pas de photos. Et j'ai même trouvé aux États-Unis, une photo du bombardement, mais qui est marquée Sablé-sur-Sarthe parce que Pressigny c'était trop petit. Et donc une photo qui a été vendue aux États-Unis. Vous savez, quand il y a des photos à vendre dans un pays, il y a une dépêche qui cite et donc j'ai racheté la dépêche et la photo qui est chez moi du bombardement de Sablé-sur-Sarthe, qui est en réalité le bombardement du dépôt de munitions de Pressigny à 9 km de Sablé. D'accord. Alors les médias justement utilisent ces photos. Parfois on les voit quand vous donnez des interviews. Vous avez jamais mis de photos d'ailleurs dans vos livres jusqu'à présent ? Pas souvent. Si, j'en ai fait pour François Mitterrand, pour une jeunesse française. Alors oui. Et j'en ai fait sur le livre sur Jean Moulin. Lorsque vous avez parlé de François Mitterrand, évoqué la jeunesse de François Mitterrand, vous avez soulevé une affaire évidemment qui était inconnue pour beaucoup de Français. Et est-ce que c'était peut-être votre plus grand succès d'édition ? Ça a été... c'est probablement le plus grand succès, mais si on intègre la version originale, le livre de poche, les livres traduits en allemand, en espagnol, je crois même en turc. Alors si on additionne tout, on doit être un chiffre important, mais j'ai d'autres livres qui sont pas loin quand même. Donc mon livre sur le monde, en édition originale, a été vendu plus que mon livre Une jeunesse française, par exemple. Oui, voilà. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai pas rappelé votre CV, mais ça commence surtout en 74 avec le livre Pétrole. Il y a eu après Mao, il y a eu Bokassa, Les Émirs de la République, Les Deux Bombes, Affaires africaines en 83. Alors, il y a eu aussi Les Chapelières. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce que Les Chapelières, on revient en région ouest, là, du coup, et ça peut-être d'ailleurs été le premier livre sur... Ici, là où nous sommes, on est à Ancenis, pas loin de Maumusson. J'arrive des Chapelières. C'est ça.
Et c'est pas un Alors, secret pourquoi de dire que vous êtes engagé sur la commune de Montmusson. Vous étiez J'y ai même été engagé. Bon. Voilà. Mais alors que voilà. la raison de ce basculement si vous regardez les livres depuis 1987, je fais des livres qui sont au niveau national et puis de l'actualité. Et puis de temps en temps, je vais sur l'histoire en général. Mais de temps en temps, je vais dans l'histoire, une partie de l'histoire plus ou moins personnelle. Oui. Comment c'est arrivé ça? C'est-à-dire qu'en 1983-84, j'ai eu beaucoup de problèmes à la suite de 2 livres. D'abord Affaires africaines, qui est mon premier best-seller, et qui m'a fait connaître, mais qui m'a voulu énormément de problèmes. Quand je dis énormément de problèmes, c'est énormément de procès, des attentats, des menaces physiques, Il y en a des mis un écoutes. contrat sur vous. Et j'ai eu On a dit que vous avez même rencontré la personne qui avait fait un contrat sur vous, c'est vrai? qui était un exécutant. Un exécutant. Exactement. Ouais. Mais, et donc tout ça, je me suis posé la question à un moment, fin 84, de savoir si j'allais continuer mon métier. Je me disais... C'est normal. Et donc, sans doute parce que... c'est une analyse a posteriori, mais sans doute parce que pour la première fois de ma vie, je savais que la mort existait. Et quand on est peur, on revient un peu sur le passé. Et donc j'ai voulu savoir d'où je venais au fond. Et je suis parti des légendes de ma mère, où il y avait des légendes chouanes. Oui, et je suis parti travailler pour être essentiellement à Nantes. J'ai travaillé pendant des mois aux archives départementales de Nantes pour savoir ce qu'il y avait de vrai, tout ça. Et j'ai trouvé un lieu dont ma mère m'avait jamais parlé, qui était les Chapelières, où il y avait à la fois ce qui m'avait intéressé, 2 destins qui passaient par les Chapelières, le petit seigneur qui devient républicain, et les, disons, métayers, domestiques, etc., qui sont de ma famille et qui deviennent, eux, contre-révolutionnaires. Donc ça m'a passionné. Et donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Chapelières. Écrit ici, enfin à Montmusson à côté. Qui est à Montmusson. Qui l'avait écrit ici. Ouais. Et qui a fait l'objet d'un film. Ah, qui a fait l'objet d'un film qui est passé sur TF1. Ah voilà. Mais que je n'ai jamais vu. Parce que je me suis fâché avec le producteur. On est réconciliés depuis, mais il avait transformé de mes personnages. Il y avait les 2 femmes qui devenaient lesbiennes, et je trouvais que c'était pas totalement nécessaire de faire ça. Ouais. Et donc je n'ai jamais vu le film. Je pense que maintenant je veux peut-être le voir, ce film. Mais ça fait donc il a été fait à la fin des années 80 et j'ai jamais vu encore. Alors ça c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver dans vos livres un très bon feuilleton télé? Parce que si on regarde bien Au Bombeur avec Roger Hanin et Andrea Ferréol, qui se passe sous l'occupation d'ailleurs, Au Bombeur, ça... Vous voulez dire sur ce livre-là? Sur ce livre-là, oui. Ça pourrait le faire. Écoutez, je vais vous dire... Pourrait passionner les gens. Le premier livre, ce livre-là, la première personne à qui j'ai demandé qu'on l'envoie, c'est M. Saïd Ben Saïd. Et M. Saïd Ben Saïd est un producteur, et c'est lui notamment le producteur de Elle, le film qui a tellement eu de succès dans la dernière année, le film de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert. Et donc j'ai reçu hier, avant-hier, un message de Saïd Ben Saïd. Il ne me dit pas encore qu'il peut transformer, mais il me dit il faut que je vous parle. J'ai trouvé le livre très intéressant. Alors, est-ce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Moi, je suis très franchement, je ne connais, non, c'est pas que je suis contre, mais je ne sais pas moi quand j'écris un livre si on peut le transformer. L'adapter à la télévision. C'est pas mon. J'ai des livres qui ont été transformés, mais pas en film, en documentaire. Ça, j'en ai un certain nombre. Il y en a un qui a fait un grand succès il y a là au début de cette année,
qui s'appelle Mafia et République, qui est largement un livre, enfin qui est la traduction d'un livre qui s'appelle Compromission, qui est sur la mafia corse. Oui. Mais un film, c'est autre chose. Je ne me rends pas compte. Il faudrait créer au moins un personnage qui traverse tout le film. Il faut arranger. Et ça, moi, je ne sais pas faire. Malheureusement, mon rêve, moi, aurait été d'être capable d'écrire des romans. Et je ne sais pas écrire des romans. Donc, heureusement, mon fils est romancier. Donc, ah bon? Ouais. Pas sous mon nom. D'accord. Alors, vous n'aimez pas non plus qu'on vous qualifie de journaliste d'investigation. Vous préférez qu'on vous appelle enquêteur. Tout bêtement. Tout bêtement. Et est-ce que si je dis que vous êtes aussi quelqu'un qui a passé son temps à démonter les fabricants de vérité officielle, ça correspond à ce que vous faites? Ça correspond, oui. C'est disons. J'espère avoir été ça. Je ne sais pas si j'ai été, mais disons que c'était ça. Mais c'est vrai que le mot journaliste d'investigation m'a toujours agacé. J'ai plein de raisons pour ça. Ouais. Parce que c'est la première fois qu'on a employé le mot journaliste d'investigation en France, je pense que d'ailleurs c'est à mon propos, c'est un article du Monde en 1984. Mais c'était en fait une traduction. C'était par les journalistes de Watergate. Et donc ça avait un côté américain. Et moi, le côté investigation aussi me fait penser aux flics. Moi, je ne veux pas... le journalisme et flic, c'est deux métiers totalement différents. Et donc, donc enquêteur, je trouve que tous ceux qui sont journalistes sont enquêteurs. Moi, j'ai pas besoin qu'il y ait une catégorie spécifique, genre de noblesse, ça m'intéresse pas. Et alors, dernier point, genre les investigations, quand j'ai parlé de ça et que je n'étais pas d'accord, c'est qu'au début des années 90, au fond, tous les grands journalistes d'investigation, c'était en fait tous ceux qui avaient accès au PV de la justice et les flics. Et au fond, leur boulot, c'était de réécrire des PV. Alors que, et autrement dit, ils se plaçaient derrière pour faire une enquête derrière la justice, derrière la police. Moi, j'estime, je préfère être enquêteur ou éventuellement journaliste d'initiative. C'est-à-dire que je revendique que ce soit moi qui décide d'une enquête et non, je ne me mets pas derrière la justice. Je n'ai pas besoin de la justice pour aller faire une enquête. Parce que si c'est une enquête, si c'est la justice, on se met derrière. Alors, on a dit souvent que vous étiez aussi l'homme par qui le scandale est arrivé. Quand je regarde d'ailleurs tous les livres que vous avez écrits, il y a aussi la révélation de l'affaire des diamants de Bokassa. C'est effectivement moi qui ai lancé l'affaire des diamants de Bokassa. Il faut le rappeler, si aujourd'hui, quelqu'un qui regarde la vidéo, qui a 20 ans, qui a comme ça une connaissance assez légère de cette affaire, ça date des années 70 sous la présidence de Giscard d'Estaing. Et c'est vrai que vous aviez lancé cette affaire. Alors à l'époque, dans quel contexte? C'était sur un écrit dans un journal? C'était venu comment? J'ai lâché en 2 temps. Ouais. Moi, j'ai vécu en Afrique. J'ai mis pour la première fois le pied en Afrique il y a 55 ans. J'étais attaché de cabinet du ministre des Finances du Gabon. Je me suis pris de passion pour l'Afrique. Et quand il y a eu la révélation donc, du couronnement de Bokassa, je peux dire que j'ai eu mal à l'Afrique. Tout le monde pouvait rigoler, etc. Et donc j'ai décidé de faire un livre. Dans un premier temps, je m'inspirais du film qui avait été fait par Barbet Schroeder sur le patron de l'Ouganda, Amin Dada, en espérant le conduire lui-même à révéler ce qu'il était vraiment. Finalement, je n'ai pas réussi à avoir l'interview de Bokassa, mais j'ai été en Centrafrique et en enquêtant tout bêtement, c'était connu de tout le monde. À Bangui, c'était l'histoire des diamants. Mais quand j'ai écrit le livre, je n'ai pas eu la preuve physique. Je savais où elle était,
d'un haut fonctionnaire qui avait été aux côtés de Bokassa, mais je n'ai pas réussi à le convaincre de me le donner parce qu'il avait peur tout simplement pour sa carrière. Et donc j'ai sorti le livre. Il est clair que dans mon livre, il est question d'un ancien ministre des Finances qui recevait, et que si on lisait bien, on s'apercevait que ce ministre des Finances était Giscard d'Estaing, mais son nom n'était pas marqué. Et donc pendant 2 ans, là à l'époque j'étais pigiste aussi pour le Canard enchaîné, voilà. Et mon ami qui était mon patron, donc il travaillait, on peut dire que hiérarchiquement il était au-dessus de moi, oui, effectivement, il m'a poussé à entretenir des relations continuelles avec ce type qui avait la preuve. Et quand il y a eu le coup d'État organisé par la France pour remplacer Bokassa, il y a des journalistes qui, sur le chemin de Béringot où habitait Bokassa, ont trouvé des papiers qui étaient sur le bord de la route. Et donc, à partir de là, on a convaincu le possesseur de ces documents de dire on va faire comme si on l'avait trouvé sur le bord de la route. Et ça l'a convaincu et il nous a donné le papier. Et c'est comme ça qu'on l'a publié dans le Canard enchaîné, ce qui a fait un bordel terrible. Ouais. Et ce qui a largement, coûté l'élection de Giscard d'Estaing en 1981. Alors, vous citez le Canard enchaîné, vous avez été aussi pigiste à l'Express. Ça, c'est bien avant. Bien avant. L'AFP, bien avant. Pour commencer. Et pour commencer, voilà. Parce que c'est vrai que je n'ai pas remis dans l'ordre votre parcours. Études de droit aussi à Angers, d'ailleurs, si on revient au tout début. Écoutez, jusqu'à l'âge de 21 ans, c'est tout l'Ouest. Oui. J'ai commencé à Sablé, on disait l'asile. C'était la maternelle, c'était l'asile Saint-Vincent. Après, je vais à Saint-Joseph. Après, à Angers, je vais à Saint-Julien. Et après, je vais à la Cato d'Angers, où je fais ma licence de droit section sciences économiques. Donc, je reste tout l'Ouest. Je reste 9 ans à Angers. Ça pourrait être de l'Ouest. De l'Ouest. Et je me sens comme tel. Et quand on s'est rencontrés, je ne me sens jamais parisien. Non, on a parlé de Maubuisson, on a parlé d'Oudon, on a parlé d'Ancenis, de Nantes. Je me sens, disons que je ne sais pas comment exprimer ça, mais ici je me sens chez moi. Oui, voilà. Oui. À Paris. Alors vous n'êtes pas à Paris, on avait parlé tous les deux de Bouffémont. J'habite Bouffémont parce que je ne veux pas habiter Paris. Parce que vous ne voulez pas habiter Paris. Et je crois que à la télévision, on a vu aussi, là où vous travaillez, une cabane dans votre jardin. Ouais. Pour être encore une fois indépendant. Absolument. Et un peu solitaire. Moi j'ai toujours été indépendant et solitaire. Toujours indépendant et solitaire. Depuis 1982. Voilà. Alors vous travaillez là-dedans, dans cette petite cabane dans le jardin. Absolument. Mais enfin, le mot cabane, faut pas. Cabane. J'ai quand même. J'ai Internet, j'ai tout. Mais je suis tout seul et quand la fenêtre est ouverte, c'est les champs. Ce sont les champs. Donc voilà, j'ai besoin, moi, de verre, j'ai besoin de la campagne, puis j'ai besoin d'être seul, voilà, c'est comme ça. Ouais. Qui est en même temps, qui est bien, mais qui limite en même temps. C'est-à-dire, je ne peux pas travailler avec du monde. Ouais. C'est-à-dire, si j'avais travaillé en équipe, c'est votre nature. J'aurais sans doute sorti plus de choses avec tout ça. Alors, on peut dire aussi, par rapport à tout ce que vous avez fait, qu'il y a sur Sablé-sur-Sarthe une petite différence notable par rapport à ce qu'on a appelé dans les médias d'ailleurs un récit historique à la croisée avec des souvenirs d'enfance. Ouais. Il y a quelque chose qui ressort, c'est qu'on a l'impression qu'à Sablé, finalement, il y a une occupation, mais il y a des matchs de tennis. Il y a le théâtre qui tourne, qui fonctionne. On dit même que c'est les plus belles années du théâtre. Et là, c'est singulier, par contre, dans ce livre récent, c'est que cette petite ville ordinaire sous occupation, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle vit comme si presque de rien n'était. Non, justement, je ne crois pas que ce soit extraordinaire. Je pense qu'au fond, à part dans certains endroits absolument qui ont été des endroits terribles, mais dans la majeure partie des endroits, surtout dans les villes moyennes, petites,
au fond, pour l'essentiel, je dis pas ça, la vie a continué. Hein, et donc, je l'ai redécouvert en travaillant, justement, avec ce que vous dites, c'est-à-dire, j'ai découvert Parce que joyeux. Va au théâtre. Il n'y a jamais eu, alors le théâtre n'a jamais été si prospère drôle, que pendant cette période, que le sport, ça marchait très fort. À fond. Et que les stars de Roland Garros. Il y a eu les plus beaux moments de tennis de Sablé, ça a été tout simplement pendant la guerre, puisque tous les grands champions sont venus, tout simplement ils sont venus parce que ils allaient pouvoir ramener des paniers, ça avait été fait avec la bienveillance des Allemands, donc ils n'ont pas eu de couvre-feu, et puis ils sont sûrement partis avec des paniers de victoires. Donc, et donc c'est vrai que c'est un des points qui m'a le plus marqué, ça. Oui. Alors, il y a aussi des personnages, il y a beaucoup de personnages. Alors, il y a Papillon, les 2 balles dans Papillon, effectivement. Il y a la mère Méry avec son bordel. Alors, on retrouve des personnages comme ça, toute la partie Cato aussi, l'abbé, etc. Enfin, des personnages typiques de Sablé. Et moi, personne n'en a parlé jusqu'à maintenant dans les médias, mais il y aurait eu l'examen de Coco Chanel. Pierre Reverdy, absolument, qui fait un intime de Picasso. Ce que je disais, c'est que j'ai la chance d'avoir eu des personnages incroyables. J'ai parlé de Raphaël Élysée, mais j'ai par exemple Pierre Reverdy, effectivement, qui est devenu mystique, a voulu se mettre près de l'abbaye de Solesmes, est devenu oblat, et puis, mais c'était très très ami des grands peintres, de Picasso, de Matisse et ça, et avait chez lui tranquillement d'une valeur incroyable de peintre. Il y a ce personnage, mais moi il y a une personne qui m'a beaucoup fasciné, c'est la sœur Véronique. Qui est une sœur qui était donc d'origine juive, néerlandaise, et qui a été cachée dans une abbaye à Solesmes, l'abbaye bénédictine, pendant toute cette période-là. Et donc, comme j'ai trouvé une partie, plus que son agenda, des notes sur ce qui s'est passé au moment de l'Exode, évidemment, ça m'a beaucoup passionné. Donc il y a la sœur Véronique, qui est un personnage très fort. Il y a une américaine qui s'appelle Justine Ward, qui a largement renouvelé le chant grégorien, qui était une personne richissime et qui a donné énormément d'argent à l'abbaye de Solesmes. Mais au fond, ce qui m'a peut-être le plus intéressé, parce que je ne le connaissais pas, c'était l'histoire des Juifs sauvés dans la Sarthe. Alors, je savais qu'il y avait des Juifs qui, comme à Paris, évidemment, après la rafle du Veldiv, il y a eu aussi des Juifs qui ont été raflés à Sablé. Mais ce que je ne savais pas, c'est que tout près de Sablé, même à Sablé, il y a eu des Juifs qui ont été sauvés. Et donc j'ai retrouvé des histoires tout à fait passionnantes, notamment cet aviateur américain avec qui j'ai été en relation très étroite et qui a été sauvé par des bonnes sœurs à Pressigné et qui m'a raconté toute sa vie. Il était d'ailleurs très ambigu à l'égard, à la fois il leur devait la vie, mais dans ses souvenirs, il se rappelait aussi qu'il recevait des coups de torchon mouillés pour le punir. Donc avec des ambiguïtés dans ses souvenirs. Mais au-delà de ça, je ne savais absolument pas. Moi, je suis donc d'un âge où on connaissait, quand on était catholique, on connaissait tous Monseigneur Grant, qui était un grand prince de l'Église, qui a été donc à l'Académie française, qui était un vrai réac. Donc moi j'avais cette image de réac. C'est lui qui m'a confirmé d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit réac, mais donc et quand j'ai découvert une histoire qui et je vais vous dire où j'ai découvert cette histoire-là. Je l'ai découvert sur le site du mémorial de la Shoah à Washington. Et j'ai trouvé un témoignage
ancien chef scout israélite, qui raconte comment, dans la Sarthe, il y a eu beaucoup de Juifs sauvés, et il raconte comme lui, qui avait été dans ses parents, pour qu'il soit intégré plus vite, l'avaient envoyé dans un collège de jésuites à Saint-Calais, et il était devenu, dans les années 30, il était devenu porte-crosse de l'évêque. Eh bien, après la rafle de Veldiv, sous un nom français, il a été voir Monseigneur Grant pour lui demander de l'aider à sauver des Juifs, et qu'a accepté, et grâce à Monseigneur Grant, il y a eu beaucoup de Juifs qui ont été sauvés dans la Sarthe. Et ça m'a... Et avec un autre personnage, toujours sur le site de Mémorial de la Shoah, j'ai trouvé ça, il parle de quelqu'un qu'il appelait le grand Manitou de la Sarthe, et qui était un greffier de Saint-Calais, et qui, dans l'anonymat le plus total, en étant un pétiniste absolu, engagé, a sauvé des Juifs. Et c'est moi qui, bien des années plus là, au moment d'écrire ce livre, c'est moi qui a réussi à retrouver les enfants qui restaient, et ils ne savaient absolument rien. Pour eux, leur père était presque un intégriste, et que jusqu'à sa mort, il avait le buste de Pétain sur son bureau, et jamais il n'avait dit à ses enfants qu'il avait sauvé des Juifs. Et donc ça, c'était... Au fond, j'ai eu un peu de la chance aussi de trouver ces choses-là pour écrire mon livre. 297e page, il est question de François Fillon. On vous en a parlé. Est-ce que vous avez peut-être l'idée de, prochainement, pourquoi pas, écrire sur François Fillon et les cabinets noirs? Alors, je vais répondre en deux sous-réponses. Deux sous-réponses. La première, je n'écrirai jamais sur François Fillon, pour une raison très simple, je mélange jamais les genres. Je connais François Fillon depuis 1978. C'est Joël Luttel, Agathe Sablé, qui était un homme politique important, et puisque quand il est mort en 1981 ou 80, il était ministre de la Défense. Et donc c'est Joël Luttel qui m'avait présenté François Fillon. Et donc François Fillon, je le connais bien. Je le tutoie, on déconne ensemble, tout ça. Et donc je ne m'imagine pas pouvoir travailler, parce que si c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, évidemment je pourrais travailler. Et puis il y a la deuxième chose, il y a l'histoire du cabinet noir. Oui, ça c'est une enquête que vous pouvez mener. Alors, attendez. Le cabinet noir, je peux vous dire que c'est une histoire qui m'intéresse. Alors, je ne sais pas, le fait que je vous dise que ça m'intéresse, je ne sais pas si je mets dans une enquête, mais ce que je peux dire, c'est que il y a encore 15 jours, 3 semaines, je considérais que tout ça était complètement bidon, l'histoire du cabinet noir. De toute façon, c'est pas le mot qui convient. Mais disons que, à vérifier totalement, mais disons que j'ai appris des choses qui me troublent. Qui me troublent. Et donc, il n'est pas impossible, pour publication ou pas, que je mène ma propre petite enquête. Merci infiniment Pierre Péan. Une petite dernière question. Quel regard vous avez sur les web télé et les nouveaux médias? Parce que c'est vrai qu'on a parlé du journal de Sablé, on a parlé des médias comme le Canard enchaîné, la presse écrite, mais maintenant on a évolué. Il y a bien sûr les chaînes d'info continue, les BFM, les iTélé, etc. Et puis il y a aussi les web télé, Télé Rosée, Télé sur Erde, etc. Quel regard vous avez aujourd'hui sur les nouveaux médias? Mon regard, pour avoir un vrai regard, il faudrait avoir une vue générale de ça. Mais ça me passionne quand même, parce que j'ai été, disons, assez proche d'une expérience qui a été faite par des opposants d'un pays africain, d'une dictature, et qui ont
qui ont eu cette idée-là de faire une web télé qui ne coûte pas cher à monter, mais qui peut, si c'est bien relayé par les réseaux sociaux, peut avoir un impact extraordinaire. Donc, moi-même, qui suis un vieux, je suis un peu dépassé par le système, mais je considère que c'est sans doute une des solutions d'avenir pour rééquilibrer cette tendance lourde qu'il y a, pas seulement en France comme partout ailleurs, quand on voit les gros médias qui sont entre les mains de gros industriels, gros capitalistes. Ça permet d'être indépendant quand même. La web télé permet d'être indépendant. Oui, complètement. Alors, je ne sais pas si ceux qui lancent ça ont encore trouvé les solutions pour compenser la faiblesse du système au niveau de la diffusion, mais ça me semble être un outil d'avenir. Oui, absolument. Ouais. On rappelle que Ma Petite France est sortie. Si vous voulez connaître tous les secrets de Sablé-sur-Sarthe, ou presque, une vingtaine d'euros, et vous allez être servi. Un livre passionnant. Merci infiniment, Pierre Péan, pour cet entretien.